Bonjour de Francfort. Bienvenue au No Talks à partir de la foire du livre de Francfort 2022. Les No Talks sont co-organisés par la Fondation Mohammed Ben Rachid Al Maktoum et le PNUD. Il s'agit de la troisième journée de la deuxième et dernière séance d'aujourd'hui et on va continuer pour demain et après-demain avec 4 séances supplémentaires. Cette séance est intitulée Pauvreté multidimensionnelle. Notre orateur, Kevin Hempel, fondateur et directeur général de Prospera Consulting. Avant de fonder Prospera Consulting, il travaillait pour la Banque mondiale à Washington. Bienvenue, Kevin Hempel. Cette séance est intitulée Pauvreté multidimensionnelle, implications pour les politiques du marché du travail. Si vous avez des questions, postez-les dans le box des questions et réponses et je vais les relayer à Kevin Hempel. Et s'il s'agit de questions techniques, mon équipe va s'en occuper. Pour l'interprétation, elle est disponible en français et en arabe. Vous pouvez cliquer sur la balle en bas de votre écran pour choisir la langue nécessaire. Bienvenue, Kevin. Nous sommes ravis de votre présence. Bonjour, Stéphanie. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous faites auprès de Prospera Consulting? Nous sommes une société de conseil spécialisée dans le renforcement de l'efficacité des politiques et programmes d'emploi à travers le monde. On travaille en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, dans la Méditerranée. On apporte notre soutien au gouvernement, aux ONG, pour le design des projets. Nous travaillons pour les pauvres et pour leur intérêt. Parfait. Kevin, je vais partager votre présentation avec notre public. Vous allez nous parler de la pauvreté multidimensionnelle et ses implications pour les politiques du marché du travail. Pour remettre en contexte votre présentation, je partage cette photo. À vous la parole, puis il y aura des questions que je vais vous adresser directement et je vais vous relayer également les questions du public. Pour notre public, je vais partager 2 diapositives pour mettre en contexte le sujet de ce débat aujourd'hui. La diapo suivante, s'il vous plaît. C'est quoi la pauvreté multidimensionnelle? Quand on parle de pauvreté, on parle de la pauvreté monétaire, de la pauvreté en matière de revenus pour satisfaire aux besoins. Il y a bien sûr un seuil de pauvreté internationale, $2 ou $1 par jour pour les pays à revenus moyens, moins que 5, et pour les pays très pauvres, entre 1 et $2 par jour. Pour la pauvreté multidimensionnelle, la pauvreté n'est pas restreinte à la pauvreté en matière de revenus. Le PNUD, avec l'Université d'Oxford, ont commencé cet indice de pauvreté multidimensionnelle. Au milieu, vous voyez cet indice de pauvreté multidimensionnelle. Il y a la santé, l'éducation et les niveaux de vie. Il y a 3 dimensions. Il y a la mauvaise nutrition, le manque d'éducation, les mauvaises conditions de travail, le logement insalubre. Quand on parle donc de pauvreté multidimensionnelle, on parle de tout cela. On parle également de manque
d'instruction. À droite, vous voyez les éléments supplémentaires de la pauvreté multidimensionnelle par pays. Il y a l'emploi, les conditions de travail, la sécurité, le manque d'inclusion sociale, le manque de responsabilisation, le manque d'espace public et de loisirs. Voilà pour les éléments supplémentaires de la pauvreté multidimensionnelle et voilà pour l'image complète de la pauvreté multidimensionnelle. La diapo suivante. Pour comprendre la pauvreté multidimensionnelle, il faut passer par les politiques publiques. Que signifie le manque d'accès des pauvres à la nutrition, à l'éducation, aux services de santé? S'il n'y a pas de santé, ça affecte le cerveau, la capacité de travail, les capacités mentales. Et lorsqu'il y a un manque d'instruction, ou manque d'éducation, et il y aura une capacité limitée à accéder au marché de travail et aux emplois. Lorsque l'eau est insalubre ou lorsque vous n'avez pas accès à l'eau, vous n'avez pas le temps d'accéder à d'autres choses ou à travailler. Et ça s'applique aux femmes. Si vous vivez, par exemple, dans des logements sociaux, dans des logements insalubres ou surpeuplés, vous aurez des problèmes. Donc, la pauvreté multidimensionnelle n'est pas une chose absolue. Elle affecte la vie des gens et leur interaction avec les politiques et leur capacité de trouver un job décent. À vous, Stéphanie. Parfait, merci, Stéphanie. Merci, Kevin. Je vais garder cette diapositive pour que notre public puisse vous suivre sur les médias sociaux. Et pour toute nouvelle sur votre travail et vos activités. Merci, Kevin, encore une fois. Vous avez mentionné l'indice de la pauvreté multidimensionnelle produit par notre équipe et par l'Institut d'Oxford. Le dernier indice de pauvreté multidimensionnelle, édition 2022, a été publié au début de cette semaine par notre équipe travaillant sur l'indice du développement humain. Les données relatives suggèrent que cela s'applique aux pays de l'Asie du Sud et aux d'autres pays comme l'Afrique subsaharienne. Est-ce que ça s'applique à d'autres pays? Si l'on regarde les données dans ce rapport précédemment mentionné, peut-être cela ne revêt pas beaucoup d'importance pour l'Europe ou pour les pays de la Méditerranée, pour la Serbie ou pour la Thaïlande ou pour la Jordanie. Selon les données dans le rapport, les taux de pauvreté multidimensionnelle sont moins de 1%, donc ça ne cause pas de problème, mais il faut bien interpréter ces chiffres. L'indice de pauvreté multidimensionnelle mesure les indicateurs avec des données comparables, comme le taux de mortalité des enfants ou infantiles, le niveau d'instruction, l'accès à de l'eau salubre
pour les pays à moyen revenu, que ce soit dans l'Asie de l'Est, en Méditerranée, en Europe de l'Est. La mortalité infantile n'est pas une question vraiment primordiale où il y a accès à l'infrastructure d'eau et au réseau d'égouts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la pauvreté dans ces pays n'est pas liée à ces indicateurs, mais à d'autres dimensions. Et je suis vraiment convaincue qu'il faut penser plus largement à la pauvreté multidimensionnelle en dépassant le cadre de revenus. Parfait, Kevin. Comment cet indice pourrait s'avérer utile pour la mise en place de politiques? Bien sûr, les créateurs de politique auraient une meilleure perspective de la pauvreté multidimensionnelle et de ses complexités et de ses dimensions. Il ne s'agit pas d'un manque de revenus. Si l'on veut, bien sûr, mettre en place des politiques, notamment des politiques pour le marché du travail, on a besoin de ces indices et de ces indicateurs. Mais parfois, on n'arrive pas à comprendre ces complexités. Nous ne sommes pas bons à comprendre ces complicités. Nous qui travaillons dans des ONG ou dans des organisations internationales, même si on est armé par les meilleures intentions, on n'arrive pas à comprendre ce que signifie de vivre en pauvreté. Et quand on analyse la pauvreté multidimensionnelle, parfois on ne le fait pas de façon très réussie. Et les résultats ne sont pas vraiment bons. Donc, cet indice de pauvreté multidimensionnelle nous aide à mettre en place des politiques meilleures. Vous avez mentionné le manque de compréhension de la situation des individus. Peut-être ceci se manifeste à travers les politiques du marché du travail. À titre d'exemple, quand on parle des politiques du marché du travail, Kevin, désolé de vous interrompre. Des gens, bien sûr, veulent vous poser des questions directement. Je vais relayer vos questions à l'orateur. Même si vous levez la main, ce n'est pas possible de vous donner la parole. Ce manque de compréhension impacte les politiques du marché du travail. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces politiques? Les politiques actives du marché du travail pour améliorer le revenu, formation, recherche d'emploi et job temporaire et auto-emploi. Parfois, nous regardons les pauvres à partir d'une perspective étroite. On assure des formations à ces personnes et grâce à ces formations, ces personnes peuvent trouver des jobs. On simplifie la vie des gens. Mais le problème réside dans le fait suivant. Si une personne n'a pas un bon accès à l'information parce que cette personne se trouve dans la pauvreté, qu'est-ce que cette personne va faire? Si cette personne n'a pas la facilité de mobilité, d'acheter des billets d'avion, des billets de transport, comment elles vont aboutir au marché du travail? Si vous êtes des femmes et vous prenez soin de leurs enfants, est-ce que vous avez le temps de vous inscrire à une formation? Si vous vivez dans un environnement qui est vraiment très stressant, est-ce que vous allez
bien sûr, réussir ou faire en sorte que vous puissiez vous inscrire dans de telles formations. Est-ce que vous allez pouvoir trouver un job? Il faut prendre en considération tous ces facteurs. Bien sûr, on lance de tels programmes de formation, mais les gens parfois quittent ou laissent tomber ces formations et parfois ces programmes de formation sont défectués. Il y a également l'environnement stressant, l'environnement complexe. Après 10 ans de recherche, nous avons nous avons trouvé que cela consomme mentalement les personnes. Et nous avons une vision tunnel, ça veut dire qu'on a une vision défectueuse. Qu'est-ce que cela signifie? Les personnes ne sont pas pauvres pour manque de revenus ou pour manque de téléphone, par exemple, mais pour manque d'attention, parce qu'ils sont surtout portés sur leurs besoins quotidiens. Ils ne peuvent pas planifier en avance et prendre les décisions nécessaires. Et ce qui est nécessaire pour s'engager dans les politiques du marché du travail, il faut bien sûr prendre tout cela en considération. Imaginez que vous essayez de travailler ou d'étudier, mais alors que vous êtes malade ou que vous avez faim ou que vous avez 3 enfants autour de vous, vous n'arriverez plus à vous concentrer ou à travailler. Imaginez-vous que vous êtes plongé dans une pauvreté abjecte. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut penser à tous ces facteurs pour avoir des politiques réussies pour le marché du travail. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, Kevin? Le premier pas serait d'être capable de comprendre le contexte local où on opère, où on travaille. On a besoin de comprendre leur vie, leur quotidien. Je penserai à une comparaison avec la médecine. Qui est le bon médecin? Celui qui prescrit des médicaments? Non, celui qui consacre le temps au diagnostic, à la conversation avec le patient. Idem pour les politiques du marché du travail. Nous devons comprendre les défis rencontrés par notre public à travers l'indice, par exemple, de pauvreté multidimensionnelle. Il faut plonger dans la vie de ces personnes. Il faut bien sûr sentir les complexités de leur vie et prendre cela en considération afin de concevoir de meilleures politiques et de meilleures solutions et de programmes plus efficaces. Vous avez mentionné encore une fois l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Il s'agit d'un indice produit par nos collègues au Bureau de développement humain et par l'Institut d'Oxford. Je me suis trompée. Il s'agit de l'initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain, clarifie Stéphanie. Kevin, vous avez parlé d'approche efficace. Qu'est-ce que cela signifie pour les politiques du marché du travail? Nous aimons avoir des solutions claires.
mais il n'y a pas de solution qui s'applique à tous les cas, à tous les contextes. Il faut aborder la pauvreté de façon multidimensionnelle. Il ne faut pas mettre l'accent sur une dimension au détriment d'une autre dimension. Il faut penser à une approche plus complète. Il n'y a pas de solution unique pour tous. À titre d'exemple, il y a une professionnelle de la santé qui a dit en Afrique qu'il ne faut pas penser à la santé pour faire face à la nutrition des enfants ou à la malnutrition. Il faut penser plus large. Un autre exemple. Je travaillais sur les moyens d'intégrer la minorité rome dans les marchés du travail européens. Ils sont vraiment pauvres et leur niveau de vie est misérable. Et ils souffrent de mauvais niveaux d'instruction, de mauvais accès à l'information. Ils n'ont pas d'emploi formel. Ils souffrent de faible mobilité. Ils souffrent des écarts entre les sexes. Donc, ils souffrent de pauvreté multidimensionnelle. Quel serait le travail des ONG qui travaillent avec la minorité rome? Tout d'abord, il faut se déplacer pour les cibler. Ne vous attendez pas à ce que la minorité vienne à vous. Il faut comprendre leurs conditions de vie. Et comme ça, vous pouvez personnaliser les conseils individuels, les conseils familiaux, les conseils collectifs. Et il faut essayer à leur offrir un environnement qui les soutienne. Parfois, il manque d'accès aux soins de santé. Ils n'ont pas de carte d'identité. Il faut les aider à résoudre ces problèmes. Donc, il faut les connecter à d'autres fournisseurs de soins sociaux. Et à partir de là, vous pourriez commencer à penser aux politiques du marché du travail et à concevoir des politiques qui pourraient les connecter à des programmes de soutien comme des programmes de formation, de soutien ou à des jobs temporaires. Donc, les programmes réussis mettent l'accent sur la période après leur placement dans professionnel. Par conséquent, il s'agit d'une approche compréhensive qui passe par tous ces exemples que je viens de mentionner. Parfait. Vous avez déjà mentionné que vu la complexité de la vie des pauvres, il y a beaucoup de parties prenantes qui négligent leurs conditions de vie. Et leur bande mentale limitée, si je puis dire. Il faut y penser de façon non traditionnelle. Il faut
penser de façon créative. Il faut leur simplifier le processus, penser autrement. Et ils ont des limites mentales. Il faut bien sûr s'adresser à eux. Il faut venir chez eux, faire de la sensibilisation auprès de cette catégorie pour leur simplifier la vie. Il faut leur montrer les emplacements des services sociaux. Il faut leur organiser les moyens de transport. Il faut leur organiser des activités au sein de leur communauté ou à proximité de leur communauté. Il faut éliminer toutes les barrières qui peuvent prévenir leur présence ou leur assiduité. On parle de personnes qui vivent dans un quotidien très difficile et si l'on simplifie tous ces problèmes pour eux, on peut y arriver à notre but. Il s'agit d'une question très importante, Kevin. Les programmes de développement devraient atteindre leurs objectifs. Il y a bien sûr ce qu'on appelle l'écart de compétences. On a perdu Stéphanie, il paraît. On a perdu la dernière phrase de Stéphanie à cause de l'Internet. Il y a un large écart de compétences qu'il faudrait combler et la pauvreté est reliée à ce concept de skill poverty, ce qu'on appelle la pauvreté des compétences. Comment les organisations pourraient combler cet écart de compétences pour aider ces personnes à s'engager dans les marchés du travail? Qu'est-ce qu'on veut dire par compétences? Il y a différents types de compétences. Est-ce qu'on parle de compétences de base? Il y a également les compétences techniques. D'habitude, les personnes qui manquent de compétences de base, d'habitude, elles manquent de compétences techniques. Il y a également les compétences socio-émotionnelles. Ceci est relié à ce qu'on appelle l'amour propre, ou ce n'est que ce qu'on appelle l'appréciation de soi. Il faut bien sûr identifier les différents types de compétences qui sont disponibles avant de concevoir les solutions nécessaires. Peut-être on peut leur offrir des chances d'éducation de la deuxième chance. Et il y a pour les compétences générales, on peut offrir des services de conseil,
que ce soit à titre individuel ou collectif, où on peut les mettre en réseau avec des fournisseurs de compétences de base ou techniques. Mais soyons prudents. C'est une mise en garde. Les compétences sont une petite composante du problème, mais on a besoin, à mon avis, de programmes compréhensifs. À titre d'exemple, je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais la graduation approach, l'approche de graduelle. Il s'agit d'un modèle qui combine l'assistance sociale et les politiques du travail. Il y a beaucoup d'évaluations scientifiques et empiriques des modèles relatifs qui sont réussis dans beaucoup de pays. C'est quoi les composantes de ce modèle? Tout d'abord, ce modèle fournit aux personnes des transferts en nature ou en espace pour répondre aux besoins de base. De un, de deux. Le modèle leur fournit des actifs, par exemple des vaches pour générer des revenus. Il y a aussi la formation technique pour l'usage de ces actifs et parfois ce modèle leur offre un soutien pour pouvoir gérer leur entreprise. Il y a également des services de conseil à titre individuel ou à titre collectif pour remédier à leurs problèmes. Et le modèle fournit également un soutien à l'éducation ou à l'instruction. Donc, il y a des compétences générales, des compétences de base, des compétences techniques, mais cela touche également à d'autres formes de privation en revenus, en éducation, en soins de santé, d'où la nécessité d'une approche holistique pour établir les liens nécessaires entre toutes ces composantes. Kevin, vous avez abordé deux concepts importants, le manque de mobilité et l'asymétrie des informations. Comment les décideurs politiques pourraient mettre en place des politiques du marché du travail qui répondent aux attentes et qui atteignent les objectifs nécessaires. Il faut penser local. Il n'y a pas de réponse unique. Il faut prendre chaque cas à part. Parfois, quand on lance des programmes et on demande aux gens de s'inscrire, nous ne nous rendons pas compte que les informations ne passent pas à tout le monde. Parfois, certaines personnes ont accès à la technologie et de ce fait, ils sont plus privilégiés que les autres pour bénéficier des programmes de soutien. Pour les catégories les plus vulnérables, elles n'ont pas accès à tout cela. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut adopter des stratégies de services porte à porte ou des stratégies au niveau de base
Il faut aider les organisations locales qui connaissent le contexte local, qui sont à proximité de ces personnes et qui peuvent leur relayer les informations nécessaires et que ces personnes auxquelles ces personnes font confiance. Pour la question de la mobilité, je vais vous donner l'exemple suivant. Si on a un centre de formation dans un certain emplacement, il faut leur organiser des moyens de transport de leur communauté à ces centres. Peut-être il vaudrait mieux d'adopter une des approches décentralisées où on fournit les services à ces gens de façon directe au niveau local. Parfois, on peut faire bouger l'infrastructure. Ça peut marcher pour certains projets ou pour certains programmes. Pour les programmes de recherche d'emploi, on a adopté la stratégie qu'on appelle mobile units, à savoir des unités mobiles qui se déplacent chez ces personnes pour les aider. On peut également leur offrir des coupons pour couvrir les frais de transport de leur communauté locale jusqu'aux nos centres de formation. Sinon, les programmes ne vont pas décoller, voler haut. Qu'en est-il de l'engagement des citoyens? Comment les citoyens pourraient-ils contribuer à la réduction de la pauvreté? Bon, les réseaux, quand les pauvres sont pauvres, il faut penser au réseau d'information, au bon réseau. Il faut les mettre en connexion avec d'autres ressources de revenus, avec des employeurs, avec des centres de conseil. C'est pour ça que le coaching est très important et le mentorat. Parfois, vous avez des amis qui sont plus pauvres que vous et qui prennent soin de leur famille et vous essayez de les aider. Comment les aider? Les citoyens moyens peuvent s'engager dans ce processus. Il ne faut pas sous-estimer leur capacité et ils ont leur connexion avec beaucoup de gens, avec des personnes vivant dans la pauvreté abjecte. En tant que citoyen, vous pouvez les aider à combler les écarts en les aidant pour les démarches administratives, par exemple, pour les aider à résoudre certains problèmes dans leur vie. Et comme ça, ils pourraient libérer une partie de leur énergie pour rechercher de l'emploi et pour rester dans l'emploi. Selon l'indice du développement humain produit par notre bureau, pour la première fois depuis les années 90, l'indice de développement humain a régressé. Nous savons tous que la pauvreté est inscrite dans les ODD et dans les OMD. Pour être honnête avec vous, je ne dispose pas de toutes les données. Même les données concernant la pauvreté multidimensionnelle, elles datent de
l'époque d'avant la pandémie. Il s'agit d'une image mixte jusqu'à l'heure actuelle. Selon ce rapport que vous avez mentionné, dans beaucoup de régions et de pays comme l'Inde, il y a un travail énorme au niveau de la réduction de la pauvreté multidimensionnelle. L'image n'est pas vraiment obscure dans beaucoup de pays qui ont réussi à combler les écarts. Il y a les plans anti-pauvreté développés par l'Inde, par exemple. Il ne fait pas de doute qu'il y a des efforts nationaux à déployer par les pays, mais il faut ne pas, il faut lire entre les lignes. Il faut voir ce qui se passe derrière le rideau. Il y a des améliorations dans certains pays et de la régression dans d'autres pays. Il y a des conflits et des crises et des guerres dans beaucoup de pays, comme les pays du Sahel, le Yémen, où les conditions sont vraiment difficiles et où la situation ne s'améliore pas. Même pour les pays où la situation s'améliore, est-ce que cette amélioration s'étale à tous les groupes où il y a des groupes qui sont laissés de côté? Est-ce que ça s'améliore pour les hommes seulement ou pour les hommes et les femmes? Il faut toujours avoir un œil critique pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Absolument vrai, Kevin. Il faut voir, ou regarder au-delà des moyennes. Bien sûr, si l'on regarde les moyennes, la situation s'améliore. D'après Roselyne, la situation s'améliore, mais il faut regarder au-delà de ces moyennes et il faut regarder les inégalités persistantes et qui s'élargissent entre les zones rurales et urbaines. On a différents types d'écarts en termes de revenus, en termes de sexe, de genre. Il y a des questions posées par le public. Avec la pandémie, la situation des femmes a régressé. Quelles seraient les mesures à prendre ou adopter pour garantir la participation des femmes au marché du travail et l'intégration des femmes dans les marchés du travail? J'essayais de vous traduire la question. Si l'on parle à partir d'une perspective de genre, il faut nuancer les choses. Les hommes et les femmes souffrent d'écarts entre les sexes. Ça dépend des pays, ça dépend des emplacements. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas égales. Certaines femmes sont vraiment privées de beaucoup de besoins, sont victimes de violences domestiques. À mon avis, il faut concevoir des interventions parfois approfondies
et parfois simplifiées pour aider à l'intégration des femmes dans les marchés du travail. Il faut dépasser la vision étroite des choses au lieu de soutenir les politiques de l'emploi. Il faut reconnaître que les femmes sont plus affectées que les hommes. Elles ont déjà leur responsabilité familiale. Avec la pandémie, les femmes se sont trouvées surchargées et submergées par leurs tâches familiales. Quand on parle de l'intégration économique des femmes dans les marchés du travail, il faut penser à la disponibilité de services ou de garde d'enfants ou des établissements de garde d'enfants. À titre d'exemple, autre chose, il faut penser aux réglementations des marchés du travail. Parfois, on a des pays qui essaient de protéger les femmes à travers de politiques généreuses en matière de congés maternité. Dans certains pays européens, les congés maternité sont vraiment longs. Dans un pays comme l'Allemagne, ce genre de congés maternité sont financés par le gouvernement. Dans d'autres pays, ce sont les employeurs et les employeurs vraiment ne sont pas vraiment heureux de le faire, d'où la discrimination contre les femmes dans le marché du travail. Par conséquent, il faut concevoir des politiques du marché du travail qui qui rendent justice aux femmes. Autre chose, dans les pays pauvres, les femmes n'ont pas vraiment accès à l'immobilier, au terrain, comment aider les femmes à à s'emprunter. Il faut penser à tout cela pour aider les femmes. Dans certains pays, les cadres légaux vont à l'encontre des femmes. Dans d'autres pays, les femmes sont interdites de conduire leur voiture. Dans d'autres pays, il y a des restrictions sur le travail des femmes dans certains secteurs, par exemple le secteur du transport ou au cours de la nuit, pendant la nuit. Et bref, pour l'intégration des femmes dans les marchés du travail, on a besoin de ces instruments supplémentaires. Il y a bien sûr des programmes de formation qui sont disponibles, mais il faut penser à établir des établissements de garde d'enfants. Avant de conclure, l'Europe a contribué à cela dans les années 60 et 70 en mettant sur le marché des machines à laver, ce qui a libéré le temps des femmes et les a aidés à entrer de force dans les marchés du travail. Il faut penser de façon innovatrice. Dernière question de notre public. Quel serait l'impact de la pandémie sur les politiques du marché du travail? Vous voulez dire la régression résultant de la pandémie en matière des politiques du marché du travail et des défis irrelatifs?
Il s'agit d'une question très difficile. Ce que j'ai appris pendant la pandémie, ce que j'ai appris est de mettre l'accent sur les effets de la pandémie, et les effets étaient vraiment divers. Et la pandémie a affecté les jeunes plus que les autres, les femmes plus que les hommes, le tourisme plus que les autres secteurs, par exemple, les catégories vulnérables, dit Stéphanie. De un, ce que j'ai appris également, à part que certains secteurs étaient le plus durement touchés et certaines catégories étaient le plus durement touchées, ce que j'ai appris de la pandémie et que cette crise sanitaire était multidimensionnelle et qu'il y avait eu beaucoup de changements, des restrictions sur les déplacements, et jusqu'à maintenant, la pandémie n'a pas fini. Il y a eu aussi les confinements à domicile. Il ne s'agit pas d'une vision linéaire. Une pandémie nous a affectés et il faut revenir sur la scène. Il faut penser à rebâtir la résilience dans les marchés du travail pour se rétablir de la crise et pour faire face aux crises à l'avenir. Et retour au marché du travail, il faut parler de la protection sociale, de l'intégration de diverses politiques dans les politiques du marché du travail. Il faut bien sûr que les politiques du marché du travail s'adaptent aux services numériques. Mais parfois, ces services numériques excluent les catégories les plus vulnérables. Une grande question, et il n'y a pas de réponse facile à cette question. Pour les leçons concernant la pandémie, j'insiste sur la question de la résilience des politiques du marché du travail pour s'adapter à la pandémie et aux crises à l'avenir, que ce soit des crises de santé ou des crises climatiques. Merci. Merci, Kevin. Pour ces conseils. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Il s'agit d'un débat très important. Merci de mettre les catégories les plus vulnérables au top de votre agenda. C'était un débat vraiment très intéressant. Merci pour l'invitation. Kevin, la foire du livre de Francfort est vraiment bondée. Il s'agit de la 3e journée de No Talks. Si vous êtes vraiment à proximité de la foire, dans le voisinage, passez par notre pavillon No Talks, co-organisé par le PNUD et la Fondation Ben Rached Al Maktoum. Et il y a d'autres séances qui nous attendent pour demain, l'engagement du secteur privé dans le développement, la bioinformatique. Merci, Kevin, encore une fois.